Avec le pétrole, la fête est plus folle. Avec le pétrole, la fête est plus folle. Et place de la République, et on manifeste contre le TAFTA et les traités de libre-échange, la marchandisation de la nature, la précarisation de nos conditions de travail, de conditions de vie. Voilà ce qu'on est en train de faire. Vampirisons la démocratie. Vampirisons la démocratie. Nous vampirisons la démocratie en promouvant le libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, en supprimant les droits de douane et en imposant nos normes en matière d'environnement et pourquoi pas aussi de sécurité sociale à travers toute l'Europe. OGM partout, poulet au chlore, quel bel avenir pour nous, les oligarques du capitalisme. Le TAFTA, tout le monde en rêve la nuit. Le TAFTA, c'est tout le monde en veut du TAFTA. Faites-nous confiance, laissez-nous faire. On s'occupe de tout. Le parti de la Troïka a fait en sorte que les médias ne parlent pas du TAFTA. Les gens ils n'ont aucune gratitude. Je veux dire, ils sont là, ils marchent, ils savent même pas pourquoi. Nous on se casse le cul à longueur de temps pour leur offrir un monde meilleur. Absolument, et ils sont absolument pas reconnaissants. Le petit peuple, ça gueule pour rien, toujours. Je veux dire, on est là pour leur rendre service, ils s'en rendent même pas compte. Écoutez, rejoignez-nous pour la grande marche du TAFTA. Regardez mes lignes. Je veux dire, si j'étais pas hormoné jusqu'à la moelle, je veux dire, jamais vous auriez un corps de rêve. C'est plutôt que de vous casser le cul à faire du stretch. Je veux dire, consommez ce qu'on vous propose, je veux dire, c'est quand même pas compliqué. On suce quand même jusqu'au sang. Oui, ça. Et moi, je vais encore plus loin. Tous ensemble, tous ensemble. Et tous ensemble, tous ensemble. Et tous ensemble, tous ensemble. Et tous ensemble, tous ensemble. Ça schlingue la dictature. C'est la mort, c'est l'esclavage, c'est l'enchaînement, c'est la pollution à grande échelle, c'est le pouvoir aux multinationales et nous qui n'avons pas droit et nos libertés qui seront sucrées, notre santé, notre sécurité alimentaire, nos sécurités de normes sociales qui vont passer à la trappe. C'est un truc énorme et il faut se mettre debout pour pas accepter ça. Après, TAFTA du démon. TAFTA du démon. Le TAFTA, c'est absolument l'avenir néolibéral dans toute son horreur. C'est-à-dire, c'est le privé qui remplace le public à tous les niveaux. C'est la fin de la prise des citoyens sur leur propre vie. Pour moi, c'est un ensemble de règles qui définissent des lois. Et la force doit rester à la loi, doit arrêter le nucléaire. Voilà, alors voilà, ça c'est typiquement un truc d'écolo, de machin. C'est des croyances, c'est des croyances. Le TAFTA, on n'en veut pas. Le TAFTA, on n'en veut pas. Oui, mais pourquoi? Parce que la démocratie vaut mieux que ça. Le TAFTA, on n'en veut pas. Le TAFTA, on n'en veut pas. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est pas un lobby d'écrire nous ça. Est-ce que le TAFTA, c'est pas un projet pour s'en foutre plein les fouilles en définitive? Exactement. C'est ça. Et les Français n'ont rien compris. L'argent est une chance. TAFTA, TAFTA. Rien à foutre du climat. Poulet au chlore. J'adore. TAFTA, TAFTA. Rien à foutre du climat. Avec le pétrole. La fête est plus folle. Avec le pétrole. La fête est plus folle. Le TAFTA, en fait, c'est que c'est plus les peuples qui décident, mais c'est les patrons des multinationales. Donc finalement, on n'est plus maître des normes écologiques et des produits qu'on a dans nos assiettes. Les lobbyistes vont pouvoir prendre le contrôle des États en soi en décidant des lois. Moi je pense que je fais attention à ce que je mange et à ce que j'achète, mais la plupart des gens ne font pas du tout attention et du coup que ce soit du poulet au chlore ou du bœuf aux hormones, je suis pas sûre que les gens vérifieront avant sur l'étiquette si c'est du poulet ou du bœuf qui vient de France ou des États-Unis. Ils veulent nous imposer des traités en secret. TAFTA c'est un teaser, c'est sûr on n'en veut pas. Les OGM, bœuf aux hormones, gaz de schiste et poulet chloré, stop. Les peuples en avant, la finance en arrière. TAFTA c'est un teaser, c'est sûr on n'en veut pas. Les tribunaux arbitraux qui trancheront si leurs lois sont bonnes ou pas, mais dans les juges en fait ce sera déjà des avocats d'affaires qui décideront. C'est comme si on mettait Al Capone, président de la Cour suprême aux États-Unis, chargé de juger les petits délinquants, quoi. C'est un peu ça. On vous propose que les multinationales se jugent elles-mêmes et fassent leurs propres lois. Donc, vous aimez bien mes amis, grâce à vous on va gagner. Yes weekend. Yes weekend. Déjà gagné. Troïka, parti. Troïka, parti. Troïka, parti. Troïka, parti. Yes weekend.
Vous refusez les OGM. C'est pourtant avec eux que nous luttons contre la faim dans le monde. Avec le TAFTA, ils goûteront nos OGM. Regardez-en la preuve. Vous rêvez tous d'être comme moi. C'est pourtant avec eux que nous lutterons contre la faim dans le monde. Avec le TAFTA, ils goûteront nos OGM. Ils les aimeront et comprendront que la nature a un prix. Vous avez déjà tout compris. Ils refusent les monopoles sur les médicaments alors que les génériques ne sont pas rentables. Mais qui a dit que les médicaments étaient pour les pauvres? Et que tous ceux qui croient au progrès se rassurent. Avec le TAFTA, nous trouverons bien un moyen d'autoriser l'extraction des gaz de schiste. Et si nous salissons l'eau, nous trouverons aussi le moyen de vous en vendre et de la propre. On va vers la mondialisation, mais espérons que ça sera la mondialisation des peuples, la mondialisation du partage, la mondialisation de l'écologie, d'une terre durable, et non pas la mondialisation des vampires qu'on nous propose. J'espère, c'est l'espoir qui fait vivre, mais j'espère qu'on va changer les choses et que ça va pas passer, mais je sais pas, on verra. J'espère, en tout cas, on lâche rien et on est là pour dire non au TAFTA, non au CETA, non au TISA. Non, non à tout ça. La terre a le droit de vivre normalement, nous aussi, dans la dignité. Pas besoin d'austérité, mais dans la dignité pour nous tous. Voilà. Jeune homme, est-ce que tu aurais toi une citation ou un proverbe que tu affectionnes et que tu répètes de temps en temps à ton entourage, un truc que tu aurais lu et qui te plaît vachement? C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur, c'est au pied de la caméra qu'on voit mieux la caméra, je sais pas. Oui, Saint-Augustin, le vrai bonheur, c'est ne désirer que ce que l'on a. Une citation préférée? Ouais. Sortez-vous les doigts du cul. J'aime bien dire aux gens, quand on me dit bonsoir le soir, je dis à demain si Dieu veut. D'accord. Parce qu'on ne sait pas si on va se réveiller. On ne sait pas. On peut avoir un tremblement de terre, un crise cardiaque, on peut se faire tuer dans la nuit, on ne sait rien. Allez, Yella. To be or not to be. Oui, on ira tous au paradis. Toi, est-ce que tu as une citation Non, par alors exemple? moi c'est horrible parce que celle qui me vient à l'esprit, je la déteste. C'est quoi? C'est ce qui ne tue pas rend plus fort, mais c'est atroce. Non, moi je pense que ça transforme, mais ça rend pas plus fort. Qui ne tente rien n'a rien. Plutôt La Fontaine. C'est quoi? Ça serait quoi la citation que vous avez retenue de La Fontaine? Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Vaut mieux se tenir à ce que l'on a plutôt que de courir après quelque chose d'éphémère et qui n'arrivera peut-être pas. Je me rappelle de Gaulle quand il disait que c'était le chienlit, mais c'est vraiment le chienlit. Hein. À l'heure actuelle, c'est vraiment le chienlit, c'est pire que ça. Tout va bien dans le meilleur des mondes. L'abbé ne faut pas le moine. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur. Il permet de le respecter. Mais moi, je dis qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ah, un truc que j'adore dire, que ce soit pour fêter un Noël, n'importe quoi, que ce jour soit meilleur que la veille et moins bien que le lendemain. C'est la seule chose que je souhaite. Et qu'on vive vraiment dans l'instant, dans le présent, et en assumant toutes ses responsabilités. On est à la mairie du 4e arrondissement. C'est ici qu'il y a eu le précédent rassemblement par rapport au mariage pour tous. Voilà, il y a une satisfaction, mais on reste quand même très amer parce qu'en fin de compte, on n'a pas l'équivalence totale en termes de droits vis-à-vis des hétéros, c'est-à-dire que la PMA, procréation médicalement assistée, n'est pas autorisée aux couples de femmes, alors qu'aujourd'hui elle est autorisée aux couples d'hommes et femmes. En fait, je suis vraiment pas partisane de me dire c'est vraiment génial parce que nous, sales homosexuels, on a eu le mariage et on devrait vraiment s'en contenter. On veut l'égalité totale. C'était le président François Hollande, il en avait parlé à l'époque, il avait même fait des interviews dans Tétu pour dire qu'il voulait la PMA et au final, aujourd'hui, ça a été reporté. Nous allons voir le grand cirque du gouvernement. Nous allons voir les tours de passe-passe. Où sont passés les droits des LGBT? Bah oui, parce qu'on ne se contente pas d'un projet de loi à minima. Parce que la loi, il y a 2 ans, cet anniversaire qu'on célèbre, qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre le fait que la PMA a été retirée du projet de loi initial et annoncé d'ailleurs par Madame Taubira dans la Croix. Mais il a quand même réussi le tour, mais lui et son équipe, tout le gouvernement, il n'y a pas que lui, et les députés, etc., à faire comme ça, apparaître quelque chose qui est très très vite disparu, puis on l'a plus jamais revu. C'était assez marrant. Donc il fait des promesses, il écrit dans son programme qu'il y aura la PMA, on l'entend à la télé dire que les droits des trans c'est très très important, et puis bon, il y aura une loi famille, voilà, et puis tout d'un coup, pouf, il n'y a plus rien. Par ailleurs, on voit bien que certes, il y a une forme d'égalité en droit, égalité déjà un peu partielle, mais que par ailleurs,
C'est aussi un moment où on a vu une résurgence des violences homophobes, puisque les violences homophobes recensées par SOS Homophobie n'ont jamais été aussi nombreuses. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été promises et qui ont disparu. Oui, il a cédé à la pression de la rue suite à la manif pour tous. On voit bien qu'il y a une droitisation généralisée qui nous concerne, nous en tant que communauté, mais qui concerne aussi d'autres communautés que les communautés LGBT. Mais il faut continuer maintenant parce qu'il y a d'autres droits qui devraient être les nôtres et qu'on n'a pas encore. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les deux mamans puissent être reconnues maman comme telles, parents devant la loi. Parce que si celle qui est reconnue devant la loi vient à décéder, celle qui n'est pas reconnue devant la loi n'est rien. On voit qu'il y a une inégalité entre les enfants suivant qu'ils sont nés dans une famille homoparentale ou hétéroparentale. C'est un très très grand magicien, c'est le roi de l'illusion. Vous êtes un couple, vous aimeriez avoir des enfants? Ah oui, moi ça me gênerait pas. Mais c'est compliqué pour le moment. C'est compliqué pour deux hommes d'avoir un enfant. Quand j'étais garçon, j'ai fait un bébé, j'ai donné ce qu'il fallait. Avant que je fasse la transformation, quoi qu'elle n'est pas complète. Oui. À bon entendeur, salut. C'est quand même équitable. Parce que les copines me disent, surtout, garde-les, ça peut toujours servir. Et vous avez un désir d'enfant aussi, je voulais vous demander. Oh, avec le papa qui irait avec un petit garçon, une petite fille tout fait, oui. Pourquoi oui, pas, vraiment. Non, moi je suis seule, j'aurais voulu avoir des enfants, mais d'un certain âge, voilà, il y a des limites réelles. Et je voudrais, si je le souhaite, avoir le choix. En fait, je veux juste avoir le choix de faire ou non une PMA en France, tout comme une femme qui est en couple avec un homme pourrait avoir le choix. On a le droit à l'adoption, donc on nous reconnaît le droit d'avoir des enfants. L'adoption, il faut juste pas y compter pour les couples homosexuels. Je pense qu'ils seront 5 à arriver à faire une adoption en France dans les 5 prochaines années. Les couples lesbiens et les femmes célibataires sont obligés d'aller à l'étranger et donc ça coûte cher. Donc c'est seulement celles qui ont les moyens, celles qui n'ont pas les moyens vont faire ensuite des PMA dites artisanales, donc avec soit des inconnus dans la rue ou du sperme acheté sur internet, ou donc pas traité avec tous les risques que ça comporte. Oyez, braves gens, bienvenue pour célébrer les 2 ans de l'ouverture du mariage et de l'adoption à tous les couples. Fier vous offre un spectacle inédit et vous dévoile tous les trucs, tous les tours de magie du gouvernement. Parce que le combat continue, parce que la PMA pour les lesbiennes, elle est toujours pas autorisée, alors que pour les couples hétéros, elle est autorisée. Et également pour dépendre la filiation, parce qu'il y a toujours un problème des enfants GPA qui sont nés à l'étranger, et il faut protéger ces enfants. Vous allez revivre les plus grands tours, l'évaporation des droits des trans, la disparition de la réforme de la filiation. Les droits des trans par exemple, avec la loi sur le changement d'état civil qui a aussi l'air de ne pas être sortie du carton tout de suite, alors qu'il y avait un projet qui était déposé. Il y a plusieurs points sur lesquels le gouvernement a démissionné. Alors, comment ça marche ici? Le droit des trans, oui. Alors alors ils sont passés où les droits des trans? On a eu le mariage, on va avoir la filiation. Oui, on y croit. Mais oui, bien sûr qu'on y croit. Allez-y, montrez-nous comme ça marche bien. Oh non, ça a disparu là aussi. Monsieur Valls, qu'en pensez-vous là-bas? Je pense que c'est de la poudre aux yeux, c'est de la poudre aux yeux. Aïe, c'est de la poudre aux yeux. Oh là. On en a partout. C'est joli. Allez, venez! Première magicienne! C'est notre première magicienne. Voyons voir si vous pouvez battre l'illusionniste. Nous allons mettre les droits des trans dans l'un de ces gobelets. Et voyez si vous êtes capable de les retrouver. Allez, on tourne. Où sont les droits des trans? À droite, à gauche, au milieu. Allez, où sont les droits des trans? On cherche. Madame, dites-nous, où sont les droits des trans? Alors Le dernier. Ici? Perdu! Oh, perdu! Mais c'est pas de chance! Ce qui est logique avec le mariage républicain, c'est d'encadrer les familles, de donner un cadre juridique aux familles, de donner aussi un cadre juridique aux couples. Enfin, c'est vrai qu'avec le mariage, on a gagné la pension de réversion et des choses comme ça. Donc ça aurait été dans la suite logique qui est la filiation.
Mais on est censé pouvoir avoir des enfants, pouvoir les élever, c'est un droit qu'on nous reconnaît. Et en fait, non, pas du tout. Il n'y a juste aucun cadre qui est donné. C'est refilé à tel tribunal, tel autre. On paye les mêmes impôts, donc pourquoi on n'aurait pas les mêmes droits? On est quand même dans l'attente d'une grande réforme qui nous permettrait d'encadrer les familles qui existent déjà. Oh, zut alors. Elle a tout fait tomber. Allez. Encore tombé. Ça me rappelle vaguement quelqu'un, ça. Après, est-ce que je garde espoir? Pas pour leur courage politique, hein, il va pas revenir demain. Et je pense pas qu'ils feront grand-chose avant 2017 dans le sens de la filiation de la PMA. Par contre, je pense franchement qu'il peut y avoir quelque chose qui vienne de la part des députés, des amendements, des propositions de loi et tout pour les droits des trans. Et ça, pour les droits des trans, j'y crois encore. En 2 ans, nous constatons que le gouvernement est passé maître dans l'art de la manipulation et de la supercherie. Envoler la PMA, la filiation, les droits des trans. Nous le disions déjà l'année dernière, nous sommes fatigués de ce gouvernement qui capitule face aux lesbophobes, aux homophobes, aux transphobes et aux biphobes. Aujourd'hui, alors qu'absolument rien n'a changé, nous restons mobilisés. Ils ont cru nous hypnotiser avec la loi mariage pour tous. Ils ont cru que nous oublierons comme par magie les droits qui nous sont dus. Nous leur annonçons qu'ils ont échoué. Leur tour de passe-passe n'a pas fonctionné. Nous savons pertinemment que leur promesse n'était que poudre aux yeux. Moi je suis étudiante en Roumanie à l'INALCO au départ et donc je suis là pour essayer de rendre visible des populations qui sont discriminées en essayant de faire tout ça dans la bonne humeur, dans la joie. Aujourd'hui on fait un flash mob, on veut mobiliser pour annoncer notre fête du 16 mai, Roumanie Résistance, l'insurrection gitane. Parce que je les aime, tout simplement. Moi je suis roumaine et il y en a beaucoup en Roumanie, c'est là où il y a la plus importante communauté rom en Europe. Et ils sont encore très discriminés en Roumanie et donc en tant que roumaine je tenais à être là pour les soutenir. La fête d'insurrection gitane qui est une fête très importante pour nous. Ça parle de la révolte à Auschwitz il y a 70 ans. Il y a les Roms qui se sont révoltés, du coup ils ont su qu'ils allaient être exécutés et ils se sont révoltés. C'est une belle fête l'insurrection gitane parce que malgré la gravité des horreurs du nazisme, c'est l'insurrection qui est fêtée. Puis il faut de plus en plus d'actions positives comme ça, qu'on arrête de les mettre que dans la misère, car c'est faux. Il y avait évidemment une grande précarité par certains endroits, mais ce sont des gens qui en veulent, qui veulent vivre, qui veulent s'en sortir et qui aiment la vie. Notre-Dame, c'est très symbolique. Évidemment, l'histoire d'Esmeralda, elle est restée dans la mémoire collective et c'est aussi une histoire qui nous touche aussi et on a voulu jouer avec ces stéréotypes, finalement, ces images pour les déjouer et montrer aussi une autre réalité que malheureusement on ne connaît pas sur les Roms. Esmeralda, c'est un symbole qui a été créé par un Français. Et beaucoup de nos enfants, ils sont français aussi. Avec Esmeralda, exactement, on fait référence à la grande littérature française et du coup, les gens sont attirés évidemment par l'événement et ça fait parler un peu plus de la culture, la grande culture rome qui existe en Europe depuis des siècles. C'est une référence pour tout le monde et c'est pour ça qu'on voulait l'utiliser, mais aussi l'image d'Esmeralda en tant que femme révoltée, en tant que femme forte, gitane. C'est donc la femme libre par excellence et c'est aussi celle qu'on veut utiliser parce que évidemment le logo, ça ne nous aura pas échappé, le logo de notre manifestation, c'est une femme qui prend les armes, qui se révolte, qui est indignée et ça c'est très important pour nous. Ce que je veux qu'on nous foute la paix et qu'ils nous laissent, ils donnent la chance, ils donnent la chance à mes peuples de s'intégrer. Eux ils veulent, mais eux ils veulent pas. Et du coup ils disent que c'est nous le problème, mais c'est pas nous le problème, c'est eux le problème. C'est malheureusement ce qu'on entend, c'est que les Roms refusent de s'intégrer et je pense que la question est posée en fait dans le mauvais sens. La vraie question c'est pourquoi on exclut les Roms. Pourquoi les Roms sont victimes de violences politiques, de violences policières, de discrimination, d'exclusion sociale, de racisme, de refus d'inscription des enfants à l'école, de refus d'emploi, de refus de logement, qui sont traités vraiment comme
des non-humains tout simplement. Pour ma part, je peux vous dire que c'est absolument pas vrai que les Roms ne veulent pas s'intégrer. Ils veulent faire partie du monde et de la France. On aime la France. Vraiment, tous les jours, je vois des preuves que les Roms traitent très bien leurs enfants, les Roms veulent s'intégrer, les Roms travaillent, les Roms réussissent. Et il faut vraiment lutter contre ces préjugés qui les empêchent encore d'accéder aux droits communs. Voleurs de poules, ils exploitent leurs enfants. Il paraît que 8 Français sur 10 pensent ça. C'est pour ça qu'il faut les démonter. Dans la bonne humeur. Oui, je pense que c'est une mauvaise connaissance et je pense que c'est vraiment basé sur la peur de l'autre et la peur de ce qui est différent. Il faut bien faire la différence entre intégrer et assimiler. On ne veut pas être assimilé, c'est différent, mais intégrer évidemment. Tu vas aller à l'école, toi? Ouais. Et toi, tu vas aller à l'école? Oui. Bah alors, et toi, tu vas aller à l'école? Oui. Vous voulez tous aller à l'école? Oui. Et surtout, ce qu'on veut dire, c'est qu'aujourd'hui, les Roms aussi prennent les choses en main, ils sont debout, ils sont acteurs de leur avenir et c'est ça qu'on veut montrer. Et ils vont de plus en plus le faire. C'est-à-dire que les Roms peuvent parler par eux-mêmes, n'ont pas besoin de représentants, et là, ça participe vraiment à une prise de position politique qui amène à pouvoir influencer les décisions directement. Et c'est là que justement ça devient intéressant. Ils prennent la parole et ils sortent aux grands yeux, au grand jour. On a eu beaucoup des années d'esclavage, et maintenant c'est à nous de faire les choses un peu avancées. On est debout, on est résistant. Et qu'on n'est pas soumis et qu'on ne subira plus cette violence injuste qui nous a imposée. Qu'elles ne sont pas forcément victimes et que voilà, elles sont capables et il faut qu'elles se ressentent ça et c'est important les initiatives comme la Voix des Roms de passer ce message-là. Je ne comprends pas pourquoi, vraiment, quel est l'intérêt des gens à ne pas les faire rentrer dans la société car ils sont d'une grande richesse et ils apportent énormément. Ah ouais, la responsabilité des institutionnels, elle est énorme. Énorme. Et moi, je suis très contente qu'il y ait ce procès contre Valls et j'espère bien qu'on va gagner. Nous l'avons enseigné en justice pour ça et il essaie de s'en sortir en disant voilà, le tribunal d'ici, il n'est pas compétent, il veut que le jugement ait lieu dans leur chambre où là, il est chez lui, il peut faire ce qu'il veut. Ma famille, ça fait 5e génération. Il est en France et je suis fonctionnaire des mairies de Paris et je suis présidente de l'association Turner Roma. Mais c'est pas le seul. Regardez les maires. Il y a un des maires qui dit Hitler il n'a pas tué assez. Il y a l'autre qui dit les pompiers ils auraient dû venir un peu plus tard. Et avec vous les gitans, courage hein. Come on, stand up, everybody dancing! Quand vous étiez jeune, vous étiez plutôt Beatles ou Rolling Stone, vous? Rien du tout. T'es plutôt Beatles ou Rolling Stone, toi? Plutôt Beatles, on va dire. Pourquoi Beatles? Parce que des fois, c'est un peu souple, quoi. Enfin, un peu souple, quoi. Ouais, je sais pas, plus pour côté nostalgique. Pourtant, j'ai été voir les Rolling Stones en concert. Super impressionnant et c'était un de mes premiers concerts aussi. Donc, alors, ton morceau préféré des Beatles? Ce serait Let It Be. Hein. Ah. Let it be, let it be, let it be, let it be. Plutôt Rolling Stone. Parce que je n'aimais pas les Beatles, je sais pas pourquoi, de mon temps. C'était pas quand même ma tasse de thé, hein. Oui, la variété. Et puis nos grands chanteurs, Ferret, Ferrat. J'ai 75 ans, donc même Richard Anthony qui est mort hier, il est avec des tubes. Bonjour mesdames, vous étiez plutôt Beatles ou Rolling Stone quand vous étiez? Pourquoi Rolling Stone? C'est plus rock'n'roll. Quel morceau des Rolling Stones? Satisfaction. C'était comment déjà? Non. C'était comment? Non. Bien maman. Elle est sympa votre fille, mais elle appelle encore sa mère. Demandez si vous êtes plutôt Beatles ou Rolling Stone, vous? Les deux. Pourquoi choisir? Les deux sont pas incompatibles. Parce qu'il y en a un qui va hyper romantique et puis l'autre qui est hyper rock'n'roll, donc c'est quand même un peu dépersonnalisé. Romantique et rock'n'roll. Beatles ou Rolling Stone, vous? Beatles. Pourquoi Beatles?
Je sais pas, je connais mieux, c'est mon père qui m'a fait connaître. Et quel morceau t'as retenu que t'aimes bien dans les... Here Comes the Sun. Here Comes the c'est ça. Aucun des deux. Non. Ah non, moi le bal musette, le vieux Paris et tout ça. Non, pour les vieux, je suis le titi parisien, moi. Hein. Ouais, et je parle argot dehors jusqu'à Z. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'on appelle en argot une étagère à mégots? Un cendrier. Non, vous trouverez pas, c'est trop dur. Cherchez bien. Une étagère à mégots. Faut que je vous le dise. Oh, je crois. Parce que dans le temps, les gens qui travaillaient, ils fumaient en travaillant. Ouais. Alors quand ils fumaient et qu'ils travaillaient, qu'est-ce qu'ils faisaient de leur cigarette? Ils se la mettaient sur l'oreille. Donc, une étagère à mégots. Elle est duraille celle-là. Hein. Qu'est-ce qui était connu des Beatles, très très connu Ah oui, et ce sous-marin jaune, un sous-marin jaune, jaune comme la mer. Tantôt vert et tantôt bleu, tantôt vert et bleu, comme un rêve bleu. Maintenant, nous sommes des hommes, avec tralala. Bravo Alain, bravo. C'est-à-dire que c'était mon époque, hein. Bah oui. Ah, c'est pas la vôtre en plus. Vous êtes plutôt Beatles ou Rolling Stone, vous? Beatles. Pourquoi Beatles? Ah, parce que Beatles. Quel morceau t'as retenu des Beatles, toi? Oh, bah tous, Help, Let It Be, Let It Be, Let It Be, Let It Be, na 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 na. Je chante comme une cruche. Monsieur Lennon, je suis très impressionné de vous voir ici dans le 20e. Je ne savais pas que vous habitiez le quartier. Comment ça se passe Est-ce que vous avez pu vous recycler après les Beatles? Ouais. Vous préférez les Beatles ou les Rolling Stones alors? Beatles, je crois. Beatles. C'est quoi ta préférée par exemple des Beatles? Je sais pas. Hey Jude, j'aime bien. 3, 4. Hey Jude. Non, mais je connais pas bien les paroles, ça fait trop longtemps. Make a sad song and make it better. Aucun des deux. C'est pas ma génération. Ah bon? Non, moi je suis électro, moi. Moi, ma maman, elle était électro, du coup je suis électro. Jean-Michel Jarre. Les débuts, tout ça. C'était ça qui me faisait écouter ma maman quand j'étais jeune. Hein. Ah, moi j'étais Rolling Stones. À fond. À fond, oui. Non, les Beatles ont fait des belles mélodies, mais c'était pas des musiciens. Non, simplement quand on réécoute aujourd'hui, Rolling Stones, ça se laisse complètement écouter parce que ça n'a pas vieilli. Les Beatles, ça fait mièvre, hein, certains. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu as préféré chez les Stones, toi, sinon? Oh bah, il y a Satisfaction, il y a... T'en as une en tête, Girl. Ah non, Girl, c'est... Oui, des choses comme ça. Mais je les chanterai pas. Hein. Moi, tous ces groupes-là, il y en a une bonne partie, j'ai vu. Hein. Je suis allé au festival de l'île de Wight en 1970. Alors là, si t'as fait l'île de Wight, bravo, chapeau. En 1970, il y avait John Best, Jimi Hendrix, 10 Years After, quoi encore. Et maintenant, je suis plus jazz là. Mais j'ai une collection de plusieurs centaines de vinyles là, d'époque. Pour vous, vous êtes plutôt Rolling Stone ou Beatles, vous? Ah, Beatles. Ah, pourquoi? Oh, je sais pas, j'aime leurs chansons, leur rythme. Laquelle tu préfères des Beatles? Help. Bon, hein. Na 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 na. And you. Alors allons-y. Yesterday. Na 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 na. Daddy, your face got away. Oh, yesterday. Suddenly, why she had to go, I don't know, she wouldn't say, I'd say something wrong now, love for yesterday. Bravo madame. Bravo. Plutôt pour les Beatles ou pour les Rolling Stones? Et je crois que je les aimais autant tous les deux, les Beatles, oui, surtout. Oui. Vous vous souvenez d'un morceau des Beatles? Non, je sais pas, c'est... Qu'est-ce qu'ils chantaient? Le lundi au soleil. Non, c'est pas ça.
Alors on est place de l'Hôtel de Ville et c'est un pudding qui a été organisé par l'association International Campaigns contre la vivisection qui est utilisée dans les laboratoires pour les expériences, mais bien entendu nous sommes aussi contre tout usage de la fourrure et tout ce qui peut et de la souffrance animale. Nous sommes là donc 4 ans après le démarrage de cette marche européenne contre l'expérimentation animale, en réaction au passage à l'adoption de la directive 2010 européenne sur l'encadrement des expériences sur les animaux dans les laboratoires. C'est donc un moment particulièrement fort et solennel que celui aujourd'hui. L'expérimentation animale est une véritable industrie qui fait vivre beaucoup de monde, notamment des élevages. Si bien qu'il faut savoir que pour un animal qui finira protocolisé, comme on dit, c'est-à-dire qui finira sa misérable existence dans un laboratoire, il y a au minimum 2 autres animaux qui sont sacrifiés essentiellement en amont. Pour dire stop aux animaux dans les labos, partout sur la Terre. Il faut qu'ils soient considérés parce que c'est nous-mêmes et notre descendance que nous considérons. À nos voisins belges par exemple, qui eux ont même un ministère du bien-être animal. Voilà. En France, on est très dans les habitudes, dans la tradition, on a toujours une résistance au changement et on a du mal surtout à s'informer, à être informé de ce qui se passe réellement. C'est vraiment aux citoyens d'aller chercher l'information, elle n'est pas facilement accessible. Or, il se trouve que les gens, quand ils voient les images, quand ils prennent conscience des choses, ils changent leur façon de consommer. Je trouve inadmissible à l'heure actuelle où nous avons beaucoup d'alternatives à l'expérimentation animale, de voir cette pratique obsolète continuer d'être utilisée. Et effectivement, c'est vrai que souvent les réactions sont virulentes. Et là, il faut essayer de se calmer, de tempérer le discours et juste de dire mais ça coûte rien de juste regarder sur Internet par exemple ce qui se passe. Disons que je pars du principe que certaines personnes ont besoin plus de l'exemple que de discours et d'argumentaires, de voir vraiment une personne dans leurs proches qui depuis des années vit d'une certaine manière et à force ça va seulement commencer à les faire réfléchir et à se dire tiens, peut-être qu'elle a raison en fait. Mais de toute façon, imposer, ça ne sert jamais à rien. Ce qu'il faut, c'est faire le cheminement de prise de conscience pour montrer l'utilité de tel choix de consommation, de tel autre choix de consommation, y compris sur les médicaments, sur les cosmétiques, etc. Je suis végane. Je suis en parfaite santé, que je n'ai pas coupé les ponts avec mes vieux amis ou avec ma famille, que je ne suis pas embrigadée dans je ne sais quelle idéologie, que tout est normal tout simplement, donc du coup voilà. Par exemple, si tout le monde mangeait de la viande comme on en mange actuellement, il faudrait 7 planètes pour cultiver... Oui, ça c'est plus possible. Donc, je dis pas que tout le monde doit arrêter de manger de la viande, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas en manger comme ça autant à l'échelle mondiale, c'est impossible. Bien, ça peut paraître banal, anodin, c'est juste de la consommation et pourtant derrière, c'est la satisfaction de ne plus participer à une cruauté. Après tout, si on arrivait à respecter l'animal, à le laisser vivre dans des conditions normales, à être tué sans cruauté, dans la conscience que c'est un être sensible, à la limite, pourquoi pas. Le problème qu'on a souvent, c'est que les gens pensent que les personnes qui se battent pour la protection animale préfèrent les animaux non humains aux humains. Or, c'est vraiment global. Il n'y a pas de différence. C'est pas parce que je me bats pour un chien, un chat, une vache ou un cochon que je vais pas me battre pour un humain qui souffre ou qui a faim. Nous sommes des animaux, donc tuer pour se nourrir, oui, mais tuer sans industrie, sans la façon dont c'est fait. Les élevages, la torture, castrer à vif des porcelets, leur arracher les dents, les élever, parce que le terme élevage en plus est très mal approprié, dans des stalles métalliques, séparer tout de suite les mères de leurs petits, et puis après la chaîne à l'abattoir où les cochons meurent d'une crise cardiaque avant d'être abattus parce qu'ils ont conscience de ce qui leur arrive, ils voient leurs congénères, etc. Tout ça c'est insupportable. On voit effectivement ce que certains humains sont capables de faire à d'autres humains et
on fait la même chose de façon encore plus déconnectée avec les animaux. On n'est pas des êtres raisonnables dans le sens où on ne prend pas conscience de nos expériences passées, et je suis persuadée, moi, que ce qu'on se permet de faire sur l'animal, on se permet aussi de le faire sur l'homme, et qu'il y aurait moins de cruauté de l'homme sur l'homme s'il y avait moins de cruauté de l'homme envers l'animal. Tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura des champs de bataille, hein, disait Tolstoï. Nous sommes des êtres vivants sur une belle planète, et aimons-la et aimons-nous. Tu dois deviner qui est mort et qui est vivant. Par exemple, si je te dis Philippe Bouvard, mort ou vivant? Vivant. Il est mort. Tu vois qui c'est, Philippe Bouvard? Du tout. Il a arrêté son émission, donc il n'est pas mort. Il est vivant. Oh là là. Quand je les connais pas, ils sont morts. Richard Anthony. Richard Anthony. Il vient de décéder, hier ou avant-hier, hier peut-être. C'est quoi, Richard Anthony? J'ai pensé qu'il valait mieux. Mademoiselle, je vous dis des noms de gens et vous me dites s'ils sont décédés ou vivants. Brigitte Bardot, est-ce qu'elle est morte ou pas? Elle est morte. Elle est vivante? Oui, elle est vivante, oui. Ouais, elle est toujours vivante, Brigitte. Oui, elle est morte. Vive la madrague. Ouais. Voilà, donc elle est absolument. Oui, oui, toujours. Brigitte Bardot, justement. Hélas, toujours en vie. Elle s'accroche. Tu vois qui c'est, hein, absolument. Voilà, qu'on apprécie beaucoup. Voilà. C'est une écologiste, non? Geneviève de Fontenay. Vivant. Oui, elle est vivante encore. Vivante. Même si elle est morte pour les Miss France. Bob Marley, est-ce qu'il est mort ou vivant? Oui, il est mort. Il est vivant? Bah si, il est mort. Il est mort. Il est mort d'un cancer. Ouais, mort. Qui c'est, hein? Oui, le chanteur qui fumait beaucoup de bédo. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Mais il est toujours vivant dans nos mémoires. Exactement. Et dans nos oreilles. Jean-Luc Delarue. Il est mort. Vivant. Il est mort dans la tête de beaucoup de gens de la télé. C'est pas le présentateur. Il est vivant, non? Écoutez, je suis désolé, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Condoléances, il est mort. Ah ouais. Cancer, cocaïne, Ouais. tout ça c'est triste. Steve Jobs. Steve Jobs, c'est qui? Il est mort aussi. Tu vois qui c'est, Steve Jobs? Oui, merci Apple. Steve Jobs. Non. Tu vois qui c'est, Steve Oui, Jobs? absolument, absolument. C'était qui? C'est celui qui a toute ma fortune. Paul McCartney. Vivant. Ah non, on peut pas demander des choses comme ça, il est vivant. Il est mort, pardon. Il est vivant. C'est ça, tu vois qui c'est? Oui. Acteur, c'est un acteur, non? C'était l'un des meilleurs musiciens au monde. Tu l'aimes? Je l'aimais beaucoup, ouais. Oussama Ben Laden, est-ce qu'il est mort ou pas? Il est mort. Normalement, il devrait être mort. Normalement. C'est une légende, on ne sait pas. Peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il l'est pas. Jacques Chirac, mort ou vivant? Il est encore vivant. Il est vivant. Il est vivant, mais sur le fil, quoi. Il est pas loin, hein. Le mari de Bernadette doit être toujours en vie. Vive Bernadette! Jean-Marie Le Pen, il est mort ou pas? Il est toujours pas mort, non. En tout cas, pour moi, il l'est. Il est vivant. Il est vivant. Par contre, c'est le contraire. Les gens, ils disent oui, il est vivant, mais ça nous fait chier. D'accord avec ça? No comment. Yves Saint-Laurent, mort ou pas? Il est mort, malheureusement lui aussi. Est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est vivant? Je crois qu'il est encore vivant. Il est mort. Oui, il est mort. Oui, il y a longtemps. Jacques Martin. Il est vivant, je crois, lui, non? Ou peut-être pas. Je sais pas. Tu vois qui c'est? Oui, je vois qui c'est. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une émission pour les enfants, là, l'école des fans. Ah, la colle. L'école des fans, justement. Oui, école des fans. Je pense que oui. Whitney Houston, morte ou vivante? Morte, malheureusement. Oui, et morte aussi. C'était très triste. C'était très triste. Tu vois qui c'est, Whitney Houston? Oui, bah ouais, je peux vous la chanter. Ah, vas-y, un petit. Elle chantait quoi? Whoopi Goldberg. Ah non, elle est vivante. Elle restera vivante toute la terre, toute la vie. Brigitte Lahaie. Non, elle est encore vivante. Hein. Oui, je pense qu'on doit encore l'attendre un peu sur la radio, non? Elle est présentatrice à la télé, mais c'est une ex-actrice du porno, en fait. Ah, je regardais pas ça alors. Stéphanie de Monaco. Elle est morte? Ou vivante? Ah bah, vivante. J'ai dit, je pense qu'elle est vivante. Et elle est complètement barrée, c'est l'une des celles des Monaco qui est complètement barrée, qui sort tout le temps avec des forains. Exactement. Comme un ouragan. Bah oui, elle est toujours en vie, bien sûr. Elle s'occupe du cirque maintenant. Exactement. À Monaco. Et Julien Lepers. Il est vivant. Ah bah il est vivant lui, oui. Question pour un champion.
Alors, il est bleu, il est jaune, il est vert et il a une télé dans un bocal. Il est vivant. Nelson Mandela. Ben, malheureusement non, il est mort. Nelson Mandela. Nelson Mandela, hélas non, mais il fait partie des grands hommes. Il est mort? Oui, malheureusement. Barry White. Disparu de ma mémoire, on va dire qu'il est mort. Hein. Malheureusement oui. Malheureusement, je suis d'accord avec toi. Guy Lux. Guy Lux aussi, malheureusement. Guy Lux, il est mort, c'est un dessinateur. Allez Simone, à vous l'antenne. Prêt à faire des efforts déjà pour l'écologie, parce que tout va ensemble, hein. Tout va de pair. Hein. Pour arrêter le nucléaire, il faut que les pays qui ont des armes nucléaires soient d'accord. C'est impossible autrement. Et donc la difficulté, c'est de les rendre d'accord. Alors pour les rendre d'accord, soit ils sont de bonne foi, et à ce moment-là, ils le font d'eux-mêmes, soit ils ne sont pas de bonne foi et il faut les obliger. Donc la question qui se pose maintenant, c'est comment les obliger? Parce qu'en fait, ils ne sont pas de bonne foi. C'est la preuve est faite d'une certaine façon avec le traité de non-prolifération qui existe depuis maintenant 1970, ça fait quand même 45 ans. Alors l'idée justement de ces pays non nucléaires et des ONG, c'est de les obliger avec une pression à la fois diplomatique, mais à la fois avec les opinions publiques. Parce qu'il faut que les opinions publiques de ces pays-là, des pays qui ont l'arme nucléaire, finalement réalisent que c'est d'abord dangereux et qu'ensuite c'est illégal. Actuellement, l'opinion publique, par exemple en France, c'est que oui, l'arme nucléaire, finalement, c'est pas plus mal. Et l'opinion publique en France n'est pas prête à faire pression sur le gouvernement en disant faites quelque chose pour éliminer vos armes nucléaires. Maintenant, avec le nombre de partenaires, il y a 9 États qui ont des armes nucléaires, on peut tomber sur un fou. Le fou, c'est pas forcément la Corée du Nord, hein. Il peut y avoir d'autres fous sur la planète. Et ensuite, il peut y avoir des accidents. Ceux qui les ont, ils sont accrochés à elles, ils veulent pas les lâcher comme ça, c'est un vrai problème. Des accidents qui font que par inadvertance ou par erreur, on enclenche une arme nucléaire. Ce qui s'est produit plusieurs fois, on a failli avoir des guerres nucléaires par erreur. Et donc, si on veut que cette opinion publique se fabrique dans les pays nucléaires, il faut un moment fort de la politique internationale, dire que les armes nucléaires sont interdites. Ah, mais c'est pour leur ego, c'est vraiment la surpuissance. En fait. Et c'est ça qui ferait que les opinions publiques pourraient se dire c'est pas normal que mon État continue à avoir une arme qui est interdite. C'est ça l'idée de la pression populaire contre les armes nucléaires. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à faire comprendre à un certain nombre de dirigeants que l'arme nucléaire n'est pas finalement ce qui va leur permettre d'avoir la sécurité. Au niveau français, c'est clair, des gens comme Giscard d'Estaing, par exemple, avaient réalisé que l'arme nucléaire était inutilisable. Même s'il y avait une attaque de chars soviétiques, il l'a écrit, c'était impossible de réagir avec une arme nucléaire parce que sinon on était détruit en retour. Donc il y a un certain nombre de gens qui ont réalisé ça. Mais le problème, c'est comment passer à l'étape suivante, c'est-à-dire on élimine nos armes nucléaires presque sans attendre de retour. On les élimine, peut-être pas toutes, mais on en élimine une grande partie. Ça a été fait entre les Américains et les Russes. Hein. Dans les années 90, il y a eu des étapes où, de façon chacun, ils ont réduit, ils ont dit bah ouais, j'en enlève. Aussi pour des problèmes de gestion, parce que gérer 30 000 armes nucléaires comme ils en avaient à un moment, c'était aberrant. Donc 30 000, c'était fou. Maintenant, il y en a encore 8 000, donc c'est encore fou. Mais il pourrait y avoir des étapes comme ça. Alors maintenant, l'étape qui sera très difficile à franchir, c'est de se rendre compte que sur une planète qui est mondialisée, l'arme nucléaire est inutile en termes de sécurité. Ce qui assure la sécurité, c'est les échanges internationaux, aussi bien économiques, industriels, financiers. C'est ça qui fait qu'un pays va plus ou moins céder. On l'a vu avec l'Iran, le blocus de l'Iran a fait que l'Iran petit à petit a évolué. Pourquoi en ce moment là, on a des problèmes avec la Russie en Ukraine? C'est tout simplement parce qu'il y a des problèmes industriels, d'approvisionnement énergétique important avec l'Ukraine, et une arme nucléaire ne sert strictement à rien. Qu'est-ce qui fait réfléchir les Russes? C'est parce qu'ils se disent tiens, si on ne peut plus vendre notre gaz, ou si on ne peut plus acheter du matériel performant à l'Ouest, donc c'est ça qui fait qu'on crée une pression sur les Russes. Comme a dit Poutine, attention, moi j'ai une arme nucléaire, mais ça ne sert à rien ça. Ce qui est le problème de Poutine, c'est de savoir combien il a de dollars dans ses banques et combien il peut vendre de gaz. C'est ça son problème. C'est
le mythe du pouvoir et quand on l'a, on a l'impression d'être super puissant et ça c'est les hommes. Hein. À partir du moment où un certain nombre de pays réaliseront que l'arme nucléaire ne leur sert à rien et qu'au contraire c'est un facteur de danger, eh bien à ce moment-là on franchira une nouvelle étape. Mais là, non aux armes nucléaires françaises et étrangères aussi. Il y a toujours l'espoir, mais moi j'ai encore 10 ans à vivre et je pense pas que ce sera réalisé. Si tu étais une couleur, tu serais de quelle couleur? Le bleu comme le ciel. Je sais pas. Ah bon, vous savez pas? Non, la couleur rouge, j'adore la couleur rouge. La couleur bleue, je crois. Parce que j'ai les yeux clairs, peut-être. Je suis né au Sénégal. Ah, le blanc. Pourquoi blanc? La paix. Ah, couleur? Carmin. Parce que c'est la couleur des coquillages. Mauve. C'est un mélange de plein de couleurs. Rouge. La couleur de... De l'amour, de la violence, de la force. Ouais, couleur cœur. Rouge normalement, parce qu'il est plein d'amour. Ah, voilà. Jaune parce que c'est gay. Ah, voilà. Comme moi vous, jaune. Exactement. Bleu. Ah, pourquoi bleu? Parce que j'aime bien le bleu et le jaune. J'étais marin, mais je suis plus maintenant sur les bateaux de guerre. Ouais, vous avez fait la marine guerre. nationale. Là. Ça, c'est vous. Si j'étais une couleur, ouais. Jaune. Ah, je pense aussi. Ouais, ça... À cause de quoi, toi? La lumière, le soleil. Ah, c'est ça. Rouge, la preuve. Parce qu'il faut se battre dans la vie, donc il faut être forte. Mademoiselle, si vous étiez une couleur, vous seriez de quelle couleur? Violet. Oui. C'est couleur de l'espace en fait. Vous êtes dans une quête spirituelle? Oui. Ça se sent. Merci, bon courage mademoiselle, bonne journée. Violette. Parce que c'est ma couleur préférée. Vous n'avez pas de couleur particulière à vous? Non. Non, il n'y a pas une couleur que vous... Moi en ce moment, c'est jaune et c'est marron et blanc. Un peu pète. Allez, mange le micro, Sahara. Sahara, ça. Mange le rat, mange. Nous sommes là aujourd'hui en soutien plutôt à Tchernobyl. Aujourd'hui, Paris est Tchernobyl. Il y a 29 ans, la centrale de Tchernobyl a explosé et a envahi l'Europe par sa radioactivité. Nous sommes à la place de la Bastille et aujourd'hui, 26 avril, c'est le 29e anniversaire de l'accident de Tchernobyl. Aujourd'hui, la radioactivité continue à faire de la souffrance, des maladies et continue à faire des dégâts importants dans la population, notamment de Biélorussie. Donc, comme chaque année, nous faisons une manifestation, un rassemblement pour interpeller le public et puis faire des informations à la fois contre l'énergie nucléaire et puis inciter des gens à réfléchir parce qu'on va parler des conséquences sanitaires. C'est vrai qu'il y a 4 ans maintenant, une autre catastrophe a commencé au Japon, à Fukushima. Et là aussi, les dégâts ne font que commencer. Parce qu'il y a comme l'Allemagne ou d'autres pays, l'Italie, Suisse, qui ont décidé d'arrêter l'énergie nucléaire. Un signe de solidarité aux personnes qui sont toujours en souffrance, en combat à Tchernobyl, pour leur dire que nous ne les oublions pas 29 ans après. 29 ans après Tchernobyl, en fait aujourd'hui, pour les populations concernées, rien n'est réglé. Rien n'est réglé et même la situation sanitaire souvent s'aggrave. 8,5 millions de personnes en fait vivent dans ces conditions sur des territoires contaminés. En Russie, en Ukraine et en Biélorussie. La liste des victimes n'est pas close. C'est d'ailleurs la différence entre un cataclysme nucléaire et puis un accident industriel. Les personnes qui vivent sur les territoires contaminés sont aujourd'hui atteintes de multiples pathologies. Développent donc des cancers beaucoup plus que la normale, des malformations congénitales dont le nombre s'est multiplié, des pathologies de tous les organes vitaux, le cœur, le pancréas, les reins, le système immunitaire chez les adolescents, des cataractes. Voilà, moi je suis venu aujourd'hui pour rappeler un seul slogan que les gens connaissent bien mais qu'il faut rappeler tous les ans. Je crois que c'est que le nuage s'arrête à la frontière. Donc moi je suis venu pour rappeler ça. D'ailleurs aujourd'hui il pleut pas, donc
tout va bien. La fameuse histoire du nuage de Tchernobyl qui n'a pas passé la frontière. Moi, en 86, au moment de Tchernobyl, j'habitais à Grenoble, j'étais adolescente. Et même pas 25 ans plus tard, j'ai eu un cancer de la thyroïde. Dans le sud-est de la France, il y a quand même, en Corse, il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré que quand même le nombre de cancers de la thyroïde avait énormément augmenté sur cette génération-là. Donc je suis solidaire des enfants de Tchernobyl parce que voilà, moi j'ai eu la chance d'être soignée avec la Sécu française, mais tout le monde n'a pas cette chance. On est les spécialistes de l'énergie propre, nucléaire propre, charbon propre, tout propre. Il y a un lobby, Areva en particulier, qui finance en sous-main pas mal d'associations pour essayer de faire croire qu'effectivement le nucléaire c'est une solution. Je pense aux écologistes pour le nucléaire et autres absurdités. Et donc, en tout cas, nous on sera très très nombreux lors de la COP21 pour bien faire comprendre aux gens que le nucléaire n'est absolument pas une solution, que bien au contraire c'est une source de problèmes hallucinante et sans fin. Je pense qu'ils veulent faire passer d'ailleurs le nucléaire comme une énergie propre et qu'ils vont se servir de cette conférence pour le faire, hein, ça, c'est évident. On espère profiter de cet événement là pour rappeler que le nucléaire c'est la solution en fait. La solution au réchauffement climatique, voilà donc. On se place un peu, on est très opportuniste, on se place sur toutes les manifestations. Les gens sont toujours en train de critiquer alors qu'il faut être positif dans la vie. Quand on pense à des pays sérieux comme l'Iran qui veut se doter du nucléaire, on pense à la Corée du Nord qui a le nucléaire. Donc voilà, c'est des pays je crois, en lesquels on peut avoir confiance et qui nous montrent la voie en fait, je crois. J'ai travaillé sur les centrales nucléaires dans les années 60 et puis après j'ai changé d'avis surtout du fait de mon travail à la CFDT. Et ensuite, j'ai travaillé sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables. La situation française, il faut bien comprendre qu'elle est déjà très particulière au monde par rapport aux autres pays qui ont développé, comme la France, le nucléaire. La plupart d'ailleurs de ces pays ont développé à la fois le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Et le fait que le nucléaire soit à la fois, du point de vue de son combustible, et en particulier du plutonium, utile pour le civil et le militaire, a donné beaucoup de force au nucléaire au niveau de l'État. Aujourd'hui, la proportion de la production d'électricité d'origine nucléaire en France est de 75% de la production totale. Alors que dans les autres pays nucléaires importants, c'est à peu près 20% aux États-Unis, moins de 20% en Russie, 15% ou 16% au Royaume-Uni, c'était 28% au Japon et c'était aussi à peu près 28% en Allemagne. Proportion très forte explique en grande partie la difficulté qu'on a par rapport à ce sujet, puisque, y compris au niveau des Français en général, même si à la suite des accidents ils sont plutôt pas hostiles, mais en tout cas méfiants vis-à-vis du nucléaire, la réponse est toujours « Ah oui, mais ça produit toute notre électricité, donc on ne peut rien faire ». Maintenant, si on regarde la situation par rapport au risque d'accident, parce que vous avez trois grands arguments par rapport pour ce qu'on appelle la sortie du nucléaire, qui sont d'ailleurs les arguments que l'Allemagne a mis en avant pour sortir du nucléaire. C'est d'une part le risque d'accident, deuxièmement les déchets radioactifs, qui sont extrêmement dangereux pour des centaines de milliers d'années et qu'on ne sait pas qu'en faire. Enfin, il y a des tas de... C'est extraordinaire, toutes les 5 minutes, il y a changement de parapluie. Le nucléaire est remarquablement organisé. Si vous avez des techniques nucléaires de base pour faire du nucléaire civil, c'est-à-dire l'enrichissement de l'uranium ou le retraitement des combustibles irradiés pour produire du plutonium, vous avez les matières premières, uranium très enrichi ou bien plutonium, pour fabriquer la bombe atomique. Et donc des tas de pays qui veulent avoir du nucléaire se cachent souvent, ils se défendent en disant on veut du nucléaire civil, comme tout le monde, si je puis dire, et en fait c'est aussi pour posséder les techniques militaires. Donc, les centrales vont nous coûter plus cher qu'à la construction. Là, c'est 100 milliards pour la rénovation des réacteurs nucléaires depuis Fukushima. Donc pour la remise aux normes, simplement 100 milliards. Alors en fait c'est les agriculteurs, ils ont des déchets qui vont ensuite permettre de créer de l'électricité grâce à la méthanisation et qui va être une énergie 100% verte. Grâce à mon portail doublement solaire, j'arrive à recharger mon portable sans énergie nucléaire. Stop au nucléaire! Stop! Jamais ça!
Fukushima, Tchernobyl, plus jamais ça. Stop au nucléaire, en France et ailleurs. Mmh.